On dit que les cris pouvaient être entendus à des kilomètres. Été 1462. Vous êtes un soldat ottoman dans l'armée la plus puissante sur terre. Vous avez conquis Constantinople. Vous avez renversé des empires. Vous marchez vers une petite principauté appelée Valachie pour écraser un prince rebelle. Cela devrait prendre des semaines, peut-être des jours. Puis vous sentez l'odeur, la mort, la pourriture, quelque chose d'autre que vous ne pouvez pas tout à fait nommer. Votre colonne ralentit, les éclaireurs ont cessé de bouger, et alors que vous contournez la colline près de la capitale, vous le voyez, une forêt. Mais les arbres, ce ne sont pas des arbres, ce sont des êtres humains. 20 000 d'entre eux, vos frères, vos camarades, élevés dans les airs sur des pieux en bois, disposés en rangées géométriques, parfaites aussi loin que l'œil peut voir. Certains sont morts depuis des semaines, leur corps gonflé et noirci. D'autres bougent encore, respirent encore, crient encore. Votre sultan, l'homme qui a conquis l'Empire byzantin, jette un regard et fait demi-tour avec toute son armée. Quel genre d'esprit crée quelque chose comme cela? Et voici la partie qui devrait vous terrifier. Ce n'était pas de la folie, c'était de la stratégie, froide, calculée et horriblement efficace. L'histoire que vous pensez connaître sur Vlad l'Empaleur, c'est un mensonge, non pas parce qu'elle n'est pas arrivée, mais parce que la vérité est bien pire. Voici le récit complet de la façon dont un homme a armé la souffrance humaine de manière si efficace qu'elle a changé le cours des empires. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi l'horreur réelle n'était pas ce qu'il faisait au corps, c'était ce qu'il faisait aux esprits. Commençons par une question que personne ne pose. Qu'est-ce qui brise un être humain si complètement qu'il devient capable de cela? L'année est 1442. Vlad a 11 ans. Son père, Vlad II Dracule, Vlad le Dragon, vient de conclure un pacte avec le diable. Pas un métaphorique, un vrai avec un nom. Sultan Murad II de l'Empire ottoman. Le pacte est simple. Vlad II garde son trône en Valachie. En échange, il livre ses 2 plus jeunes fils comme otages, une assurance vivante pour garantir sa loyauté. Ainsi, le jeune Vlad et son frère Radu sont arrachés à leur foyer et livrés au cœur de l'Empire ottoman. Pas comme prisonniers dans des donjons, mais comme invités au palais d'Edirne, et plus tard d'Amasya. On leur donne de beaux vêtements, une éducation, une formation militaire. On leur enseigne le turc, l'arabe, la philosophie et le Coran. En surface, cela ressemble à un privilège. Mais voici ce que les livres d'histoire passent sous silence. Ce n'était pas de l'éducation, c'était de la guerre psychologique. Vlad a passé ses années formatrices, de 11 à 17 ans, à observer ses geôliers perfectionner l'art de la construction d'un empire. Il a étudié comment les Ottomans utilisèrent la peur comme outil de gouvernement. Il a assisté à des exécutions publiques conçues non seulement pour punir, mais pour traumatiser des populations entières afin de les soumettre. Il a appris que la terreur, appliquée avec une précision chirurgicale, était plus efficace que n'importe quelle armée. Et il a appris autre chose. Il était totalement impuissant, tandis que son jeune frère Radu s'adaptait, formant même une amitié étroite avec le fils du sultan, Mehmed. Vlad refusait de plier. Selon les registres de la cour ottomane, il était fréquemment puni pour sa défiance. Certains récits suggèrent qu'il était battu, peut-être torturé. Les détails exacts sont perdus pour l'histoire. Mais ce qui est certain, c'est ceci. Quelque chose de fondamental s'est brisé en lui pendant ces années. Ou peut-être plus précisément, quelque chose s'est cristallisé. Il a développé ce que les psychologues modernes pourraient appeler un complexe de persécution, combiné à un besoin obsessif de contrôle, mais il l'a canalisé. Chaque punition qu'il endurait, il l'étudiait. Chaque technique de torture qu'il observait, il la mémorisait. Il construisait un arsenal mental, pièce par pièce. En 1448, après 6 ans de captivité, Vlad retourne enfin en Valachie. Il a 17 ans. 2 mois plus tard, son père est assassiné par des boyards rivaux, la noblesse qui jouait sur les 2 tableaux entre les Ottomans et les Hongrois. Son frère aîné, Mircea, est enterré vivant. Vlad est seul, entouré d'ennemis, soutenu par personne. Et voici où l'histoire devient intéressante. Il ne voulait pas seulement la vengeance,
Il voulait refaire le monde à l'image de son traumatisme. Il prendrait tout ce que les Ottomans lui avaient enseigné sur la terreur et le raffinerait en quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Mais d'abord, il devait attendre. Pendant 6 années supplémentaires, Vlad vit en exil, complotant, planifiant, étudiant les tactiques militaires et les manœuvres politiques. Et en 1456, avec le soutien hongrois, il s'empare enfin du trône valaque. Le monstre était sur le point de naître. Si vous êtes fasciné par les points de rupture psychologique documentés qui ont créé les figures les plus notoires de l'histoire, abonnez-vous. Nous venons juste de commencer avec la façon dont ce garçon brisé est devenu quelque chose de bien pire que ce que ses geôliers avaient jamais imaginé. Le festin de couronnement de Vlad en 1456 aurait dû être une célébration. Au lieu de cela, il est devenu le modèle pour tout ce qui a suivi. Il a invité les familles de boyards, la même noblesse qui avait orchestré le meurtre de son père et enterré son frère vivant. Des centaines d'entre eux sont arrivés dans leurs plus beaux vêtements, croyant qu'ils étaient lomisés là pour prêter serment de loyauté au nouveau prince. La grande salle était décorée, le vin coulait à flots. Puis au milieu du festin, Vlad s'est levé et a posé une question simple. Combien de princes de Valachie avez-vous connus? Les boyards plus âgés ont répondu fièrement. 7 ou 10. Certains prétendaient en se souvenir d'une douzaine de souverains différents. Ils se vantèrent de leur survie, de leur habileté politique, de leur capacité à survivre à n'importe quel prince assis sur le trône. Vlad a souri, puis il a donné un ordre. Chaque boyard qui avait répondu a été arrêté sur place. Mais voici où l'on voit l'esprit méthodique à l'œuvre. Il ne les a pas exécutés. Pas encore. Au lieu de cela, il les a séparés en 2 groupes en fonction de l'âge et de la santé. Les plus âgés, les architectes de la destruction de sa famille. Ils ont été empalés immédiatement en dehors des murs du palais, pas rapidement. Les pieux étaient soigneusement insérés pour éviter les organes vitaux, garantissant qu'ils mouraient lentement sur des heures ou des jours. Leurs cris ont fourni la bande-son pour ce qui a suivi. Les boyards plus jeunes et plus forts, ainsi que leurs familles, ont été dépouillés de leurs vêtements nobles et forcés de marcher 50 miles au nord vers les ruines du château de Poenari. Là, on leur a donné un choix qui n'en était pas vraiment un. Reconstruire la forteresse de leurs mains nues ou mourir. Pendant des mois, ils ont transporté des pierres sur le flanc de la montagne. Ils ont travaillé jusqu'à ce que leurs mains saignent, jusqu'à ce que leurs beaux vêtements pourrissent sur leur corps, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'épuisement. La plupart sont morts pendant la construction. Les survivants n'ont plus jamais été les mêmes. Vlad avait efficacement effacé l'ancienne noblesse et l'avait remplacée par une nouvelle classe qui lui devait tout et vivait dans une terreur absolue de son mécontentement. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était un démantèlement systématique de la structure de pouvoir qui avait rendu la Valachie faible, et cela révélait quelque chose de crucial sur la psychologie de Vlad. Il ne voulait pas seulement l'obéissance, il voulait briser les gens si complètement que l'obéissance devenait leur seule réponse possible. Mais cela était encore de la politique intérieure. Les boyards étaient valaques. Ce que Vlad a fait ensuite a envoyé des ondes de choc à travers les empires. En 1459, Sultan Mehmed II, oui, le même Mehmed qui avait été le compagnon d'enfance de Vlad, a envoyé des émissaires en Valachie pour exiger le tribut annuel que le père de Vlad avait accepté de payer. La demande s'accompagnait d'une insulte supplémentaire. Vlad devait se présenter personnellement à Constantinople pour renouveler son serment de vassalité. Les émissaires sont arrivés en s'attendant au théâtre politique habituel. Peut-être une négociation, peut-être une contre-offre. Ce qu'ils ont obtenu était un avant-goût de l'enfer. Quand ils sont entrés à la cour de Vlad et ont refusé d'enlever leur turban, une véritable coutume religieuse, dans le protocole ottoman, Vlad leur a demandé d'expliquer leur tradition. Ils l'ont fait, probablement soulagés qu'ils semblent intéressés à comprendre plutôt qu'offensés. Vlad a hoché la tête pensivement, puis il a dit quelque chose qui a dû glacer leur sang. « Je respecte un homme qui honore sa foi si complètement. Laissez-moi vous aider à l'honorer pour toujours. » Il a ordonné à ses gardes de clouer les turbans directement sur leur crâne. Pensez à la précision de cette cruauté. Il ne les a pas tués.
Il les a mutilés d'une manière à la fois symboliquement chargée et médicalement calculée pour s'assurer qu'ils survivraient au voyage de retour à Constantinople. Ils étaient des messages ambulants, leurs cris résonnant à travers la campagne alors qu'ils fuyaient vers le sultan. Quand Mehmed a reçu ses émissaires, ces hommes qu'il avait envoyés de bonne foi, maintenant défigurés de manière permanente et rendus à moitié fous par la douleur, il a compris immédiatement que ce n'était pas l'ami d'enfance dont il se souvenait. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait pris les leçons ottomanes en terreur et les avait évoluées en quelque chose que même les Ottomans n'avaient de pas imaginé. La guerre était désormais inévitable. Mais avant que cette guerre n'arrive, Vlad avait d'autres messages à envoyer. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur l'empalement. Ce n'était pas seulement une exécution, c'était de l'ingénierie. L'image courante, un pieu enfoncé directement à travers le torse, tuerait presque instantanément. Cela défie tout le but. La méthode de Vlad était bien plus sophistiquée et infiniment plus cruelle. Basée sur des analyses médicales contemporaines, des descriptions et des récits ottomans survivants, voici comment cela fonctionnait réellement. D'abord, la victime était couchée face contre terre, le pieu soigneusement sélectionné, arrondi à la pointe et abondamment huilé, était inséré par le rectum. Mais voici le détail crucial. Il était inséré à un angle spécifiquement conçu pour éviter tous les organes majeurs et les vaisseaux sanguins. La victime était ensuite lentement relevée à la verticale et la gravité faisait le reste. Au cours des heures ou parfois des jours, son propre poids corporel forçait le pieu à remonter progressivement à travers le torse. Le trajet était calculé pour éviter le cœur, les poumons et les artères principales. Dans certains cas documentés, le pieu finissait par émerger par l'épaule ou la poitrine, mais la victime pouvait rester en vie jusqu'à 3 jours. Pourquoi cette méthode? Parce que Vlad comprenait quelque chose que les experts modernes en guerre psychologique confirment maintenant. Assister à une souffrance prolongée est exponentiellement plus traumatisant qu'assister à une mort rapide. Une décapitation sur le champ de bataille est horrible mais brève. L'empalement était une performance qui durait des jours, complète avec des cris qui pouvaient être entendus à travers des vallées entières. Mais l'acte physique n'était qu'une composante. Le vrai génie, si nous pouvons utiliser un mot si perverti, était dans la mise en scène. Quand Vlad empalait des victimes, il le faisait sur des places publiques, le long des routes principales, en dehors des portes des villes, partout où cela maximiserait la visibilité. Il comprenait que le bouche à oreille et les rumeurs multiplieraient l'impact psychologique bien au-delà du nombre réel de victimes. Un empalement vu par 100 personnes créerait 100 conteurs, chacun racontant à 100 autres. Et il raffinait constamment le symbolisme. Les pieux étaient de hauteurs différentes en fonction du rang. Les paysans près du sol, les nobles les plus hauts réservés aux commandants ennemis. Cela créait une hiérarchie visuelle grotesque qui renforçait son message. Tout le monde a une place dans mon monde, et tout le monde souffrira selon sa position. Dans certains récits, il disposait les victimes empalées en motifs géométriques, cercles, étoiles, anneaux concentriques. Ce n'était pas du sadisme aléatoire, c'était une démonstration de contrôle. Cela disait: j'ai tant de pouvoir que je peux transformer la souffrance humaine en art. Il y a un pamphlet allemand de 1462, certes de la propagande mais basé sur des récits oculaires de marchands saxons en Valachie, qui décrit Vlad en train de dîner parmi les empalés. Il aurait fait dresser une table au milieu d'un champ de pieux, manger ses repas entouré d'hommes agonisants et semblait apprécier l'expérience. Que cet incident spécifique se soit produit exactement comme décrit est discutable. Mais ce qui n'est pas discutable, c'est le message psychologique. Je suis si loin au-delà de votre compréhension du comportement humain que votre horreur ne me touche pas. Les Saxons, qui avaient leur propre relation compliquée avec Vlad, ont largement diffusé ces pamphlets. Ils étaient parmi les premières histoires d'horreur produites en masse dans l'histoire européenne, complètes avec des gravures sur bois. Ces images, grossières mais efficaces, se sont répandues à travers l'Europe et ont cimenté la réputation de Vlad. Mais voici la question que personne ne posait. Est-ce que tout cela fonctionnait? Est-ce que la terreur était réellement une stratégie militaire efficace?
Ou Vlad était-il juste un sadique au pouvoir? La réponse est venue à l'été 1462, et elle prouverait que les méthodes de Vlad n'étaient pas seulement efficaces, elles étaient dévastatrices. Sultan Mehmed II en avait enfin assez. Au début de 462, Vlad n'avait pas seulement refusé de payer le tribut, mais avait lancé des raids profonds en territoire ottoman au sud du Danube. Dans une campagne particulièrement brutale, il a traversé en terres ottomanes avec une petite force et, selon sa propre lettre au roi hongrois, a tué plus de 23 000 personnes. Il tenait même un compte des corps, catégorisant les victimes par âge et genre. Mehmed, qui avait conquis Constantinople à 21 ans, qui avait écrasé rébellion après rébellion, qui commandait la machine militaire la plus puissante sur Terre, a décidé de s'occuper personnellement du problème valaque. Au printemps 1462, il a assemblé une armée estimée entre 60 000 et 90 000 hommes. Le nombre exact est perdu pour l'histoire, mais même les estimations conservatrices le placent à plus du triple de la population masculine en âge militaire de toute la Valachie. Ce n'était pas une invasion, c'était une extermination. Vlad avait peut-être 20 000 à 30 000 hommes au total, beaucoup d'entre eux des conscrits paysans avec une formation minimale. Une bataille conventionnelle serait un massacre. Alors Vlad a fait ce qu'il planifiait depuis l'enfance. Il a refusé de leur donner une bataille conventionnelle. Alors que l'armée ottomane entrait en Valachie, ils n'ont rien trouvé. Des villages vides, des puits empoisonnés, des champs brûlés. Chaque source potentielle de nourriture et d'eau avait été systématiquement détruite. Vlad avait ordonné à son propre peuple d'abandonner leurs maisons et de se retirer dans les forêts et les montagnes, emmenant leur bétail avec eux. Les lignes d'approvisionnement ottomanes s'allongeaient de plus en plus, et puis les raids nocturnes ont commencé. Ce n'étaient même pas des escarmouches typiques. Vlad avait formé des unités spécialisées en guerre de guérilla. De petits groupes d'hommes, peut-être 50 à 100, attaquaient les camps ottomans au cœur de la nuit, tuant des sentinelles, allumant des feux et disparaissant avant qu'une réponse organisée ne puisse se former. Ils visaient les chariots d'approvisionnement, les animaux de bas, les magasins de munitions. Le but n'était pas de vaincre l'armée, c'était de les rendre paranoïaques, épuisés et démoralisés. Mais le chef-d'œuvre est venu dans la nuit du 17 juin 1462. Vlad avait appris de soldats ottomans capturés que Sultan Mehmed lui-même campait près de Targoviste avec sa garde personnelle, les élites janissaires. C'était une opportunité qui ne se présenterait plus jamais. Vlad a personnellement mené une force d'environ 10 000 hommes dans ce qui est devenu connu comme l'attaque nocturne. Sous le couvert de l'obscurité, ils ont infiltré l'immense camp ottoman avec un objectif: tuer le sultan. Les récits contemporains décrivent un chaos absolu. Les Valaques étaient menés vêtus d'uniformes ottomans capturés et connaissaient assez de Turcs pour causer de la confusion. Ils ont mis le feu aux tentes, ont fait paniquer les chevaux et ont spécifiquement visé la section du camp où se trouvait le pavillon du sultan. Ils sont arrivés à quelques mètres de Mehmed lui-même. Certains historiens croient que Vlad et le sultan ont brièvement été en contact visuel à travers le camp en feu, mais les janissaires ont tenu, formant un cercle défensif autour de leur leader. Après des heures de combat au corps à corps, Vlad a réalisé qu'il ne pouvait pas percer. Il a ordonné une retraite, et ses hommes ont disparu dans la nuit aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Les pertes ottomanes étaient relativement légères, peut-être 2000 tués, bien que les sources ottomanes minimisent les chiffres. Mais les dommages psychologiques étaient catastrophiques. Le sultan de l'Empire ottoman, au milieu de sa propre armée, avait presque été tué par un ennemi largement en infériorité numérique, qui avait frappé de nulle part et disparu comme des fantômes. Les commandants de Mehmed étaient ébranlés. Ses soldats étaient épuisés, et ils étaient encore à des semaines de Constantinople, marchant à travers un paysage mort où chaque ombre pouvait cacher un ennemi. Puis, ils ont atteint la capitale, et ont vu ce que Vlad leur avait préparé. Aucune description écrite ne peut pleinement capturer ce que l'armée de Mehmed a rencontré sur l'approche de Targoviste fin juin 1462. Mais nous pouvons essayer. Imaginez que vous êtes un soldat ottoman. Vous avez marché pendant des semaines à travers une terre brûlée. Vous avez faim, êtes épuisé
et nerveux à cause des raids nocturnes constants. Vous n'avez pas vu l'ennemi depuis des jours. Ils ont simplement disparu. Cela devrait être un bon signe. Cela ressemble à un piège. Alors que vous approchez de la capitale Valak, l'odeur frappe d'abord. Si vous avez déjà senti un animal mort pourrissant sous la chaleur de l'été, multipliez cela par des milliers. Puis ajoutez l'odeur douce et écœurante de la chair humaine en décomposition. C'est si épais que vous pouvez la goûter. Puis vous voyez les pieux, le premier, puis 10, puis 100. Puis vous réalisez qu'il n'y a pas de fin. Ils s'étendent jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Les récits contemporains disent que le champ de corps empalés s'étendait sur près de 2 miles de longueur et plus d'un demi-mile de largeur. Les historiens modernes débattent du nombre exact. Les sources ottomanes, probablement minimisant pour des raisons de propagande, affirment 10 000. Les sources valaques et hongroises affirment jusqu'à 20 000. La vérité est probablement entre 15 000 et 20 000 corps empalés. Mais voici ce qui vous donne la chair de poule. Ce n'était pas aléatoire. Les pieux étaient main disposés en motifs géométriques précis, des cercles concentriques rayonnant de la capitale, des rangées ordonnées par hauteur. Dans certaines sections, ils formaient des motifs d'étoiles visibles depuis un terrain élevé. Vlad avait passé des semaines, peut-être des mois, à préparer cela. Il avait capturé des soldats ottomans et des sympathisants lors de raids précédents et d'escarmouches frontalières. Il les avait gardés en vie spécifiquement pour cet objectif. Certains des corps étaient morts depuis des semaines, pourrissant sous la chaleur de l'été. D'autres avaient été empalés plus récemment, et certains, selon de multiples sources, étaient encore vivants. Le chroniqueur byzantin Laonikos Chalkokondyles, qui a interviewé des témoins oculaires, a écrit que les gémissements des mourants pouvaient être entendus à travers tout le champ. Certains avaient été empalés depuis des jours, leur corps se consumant lentement, trop faibles pour crier mais encore conscients. Les troupes ottomanes, des vétérans endurcis qui avaient conquis des villes et massacré d'innombrables ennemis, ont commencé à vomir selon les rapports. Certains refusaient d'avancer plus loin, d'autres ont commencé à déserter dans la nuit, prêts à risquer l'exécution plutôt que de continuer à travers ce cauchemar. Et au centre, sur le pieu le plus haut de tous, se trouvait Hamza Pacha, un commandant ottoman de haut rang capturé lors d'une escarmouche précédente. Son corps, vêtu des restes de sa tenue militaire, était positionné directement face à la route d'approche du sultan. Un message personnel de Vlad à Mehmed. Voici ce que je fais à vos meilleurs hommes. Imaginez ce que je vous ferai. Sultan Mehmed II, rappelez-vous, c'est l'homme qui a vu les murs de Constantinople s'effondrer sous ses canons, qui avait ordonné son lot d'exécutions et de massacres, s'est arrêté sur son cheval et a regardé en silence pendant plusieurs minutes. Différentes sources rapportent différentes versions de sa réponse, mais la plus largement acceptée vient de Chalkokondyles. Il n'est pas possible de priver de son pays un homme qui a accompli de tels grands actes. Qui sait utiliser son pouvoir de cette manière, un homme qui a fait de telles choses vaut beaucoup. Ce n'était pas de la louange, c'était de la reconnaissance. Le sultan admettait qu'il faisait face à quelque chose qu'il ne comprenait pas pleinement. Un esprit qui avait pris les méthodes ottomanes et les avait évoluées en quelque chose que même les Ottomans ne pouvaient égaler. La situation militaire se détériorait déjà. Les lignes d'approvisionnement étaient surtendues. Les tactiques de la terre brûlée avaient fonctionné. Les raids nocturnes avaient détruit le moral. Les propres commandants du sultan conseillaient la retraite. Mais la forêt des Empalés était le point de rupture psychologique. Cela prouvait que la pensée militaire conventionnelle ne s'appliquait pas ici. Vlad n'essayait pas de gagner des batailles, il essayait de briser des esprits. Et cela fonctionnait. En quelques jours, Mehmed a ordonné une retraite générale. Il a laissé un contingent sous le commandement du jeune frère de Vlad, Radu, pour continuer à harceler Vlad. Mais le sultan lui-même s'est retiré avec l'armée principale. La force militaire la plus puissante au monde avait envahi une petite principauté avec un nombre écrasant et avait été repoussée non par une défaite militaire, mais par une pure guerre psychologique. Vlad l'Empaleur avait gagné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce qui suit révèle la tragédie ultime.
que la terreur, aussi efficace soit-elle à court terme, dévore toujours son utilisateur à la fin. Vous penseriez que repousser l'Empire ottoman ferait de Vlad un héros en Europe chrétienne. D'une certaine manière, c'est le cas. Le roi hongrois et le pape ont loué sa défense de la chrétienté, mais voici ce qu'ils ne comprenaient même pas. Vlad ne pouvait pas l'éteindre. Les méthodes qui avaient vaincu les Ottomans ne s'arrêtaient pas aux Ottomans. Il les utilisait sur tout le monde. À la fin de 1462, Vlad empalait des marchands valaques pour surenchère. Il empalait des boyards soupçonnés de déloyauté sur la base de rumeurs. Il empalait des villages entiers pour des infractions mineures. L'outil qu'il avait forgé pour vaincre un ennemi supérieur était devenu son seul outil pour tout. Sa position politique s'est détériorée rapidement. Son frère Radu, soutenu par l'or ottoman et des soldats, se positionnait comme l'alternative saine. Le soutien hongrois s'est évaporé alors que le comportement de plus en plus erratique de Vlad aliénait ses alliés. En novembre 1462, juste des mois après son plus grand triomphe, Vlad a été forcé de fuir en territoire hongrois. Et voici l'ironie amère. Il a été emprisonné par son supposé allié, le roi Mathias Corvin de Hongrie, sur des accusations qui restent obscures à ce jour. Certaines sources disent que Mathias a fabriqué des lettres pour faire paraître Vlad comme s'il négociait avec les Ottomans. D'autres suggèrent que Vlad était devenu un tel fardeau que même ses alliés chrétiens voulaient s'en débarrasser. Il a passé 12 ans en captivité hongroise, pas l'emprisonnement brutal de sa jeunesse ottomane, mais une assignation à résidence dans des quartiers confortables. Il a même épousé une noble hongroise et a eu des enfants. Selon tous les récits, il était un prisonnier modèle, mais en 1476, l'opportunité est revenue. La Valachie avait sombré dans le chaos sous une série de souverains faibles. Le prince de Moldavie, Étienne le Grand, a aidé à orchestrer le retour de Vlad sur le trône, soutenu par des troupes hongroises et moldaves. Vlad a repris son trône en novembre 1476. Il a peut-être eu 2 mois pour régner. En décembre 1476 ou janvier 1477, la date exacte est perdue. Vlad a été tué au combat contre une force ottomane près de Bucarest. Les circonstances sont obscures. Certaines sources disent qu'il a été tué par ses propres hommes, soit par trahison, soit parce qu'ils l'ont confondu avec un ennemi dans le chaos. D'autres disent qu'il a été submergé par des soldats ottomans. Ce qui est certain, c'est l'après. Sa tête a été coupée, préservée dans du miel, et envoyée au sultan Mehmed à Constantinople comme preuve de mort. Après tout, la terreur, l'empalement, la guerre psychologique, Vlad a fini comme un trophée exposé pour moquerie dans la capitale de l'empire même qu'il avait combattu toute sa vie. Son corps a été prétendument enterré au monastère de Snagov, sur une île en Roumanie. Des fouilles, dans les années 1930, ont trouvé une tombe, mais elle était vide. À ce jour, personne ne sait où se trouvent les restes réels de Vlad. Alors, que faire de cette histoire ? En Roumanie, Vlad est souvent célébré comme un héros national, un leader brutal mais efficace qui a tenu contre des odes écrasants et préservé l'indépendance. Il y a des statues de lui. Son visage apparaît sur des marchandises touristiques. Pour le reste du monde, surtout après le roman de Bram Stoker en 1897, Dracula a vaguement emprunté son nom et son histoire. Vlad est devenu synonyme de vampirisme et de mal surnaturel, ce qui, d'une manière perverse, nous décharge. Il est plus facile de le penser comme un monstre, quelque chose d'inhumain, que de confronter l'horreur réelle. Parce que l'horreur réelle est ceci: tout ce que Vlad a fait était humain, douloureusement, terrifiquement humain. Il n'est pas né monstre. Il a été créé par un système qui lui a enseigné que le pouvoir vient par la terreur, que la survie requiert une impitoyabilité absolue, que l'empathie est une faiblesse. Et il a pris ces leçons et les a raffinées à leur extrême logique. La forêt des empalés n'était pas de la folie, c'était de la psychologie appliquée. Les attaques nocturnes n'étaient pas de la violence aléatoire, elles étaient une stratégie militaire de précision. Chaque empalement, chaque mutilation, chaque étalage public de souffrance était un mouvement calculé dans un jeu plus large. Et voici ce qui devrait vous garder éveillé la nuit. Cela a fonctionné.
Contre des odds impossibles, en n'utilisant rien d'autre que de la terreur calculée, Vlad a repoussé un empire. Il a prouvé que la peur, correctement armée, pouvait accomplir ce que les armées ne pouvaient mieux pas. La question n'est pas si Vlad était maléfique, c'est évident. La question est, que dit cela de la nature humaine que cette méthode était si efficace? Et quelles autres horreurs calculées se cachent dans les ombres de l'histoire, attendant de nous enseigner des leçons que nous préférerions ne pas apprendre? Si vous voulez continuer à découvrir les vérités inconfortables que les manuels enterrent, abonnez-vous, parce que les chapitres les plus sombres de l'histoire ne concernent pas seulement ce qui s'est passé. Ils concernent la compréhension de pourquoi cela a fonctionné. Et c'est la connaissance que nous ne pouvons nous permettre d'oublier.